Bonjour à tous. En 2003, j'ai 25 ans et avec mon meilleur ami Guilain, on se retrouve dans une usine chinoise. On suit un audit social du groupe PPR. Pendant 3 jours, on navigue parmi les ouvrières. Elles ont le teint pâle, elles sont un peu fatiguées. Mais l'usine est clean. Les conditions sociales sont plutôt bonnes. Tout se passe bien pendant l'audit, jusqu'à ce qu'on demande au directeur de l'usine de nous ouvrir les portes des lieux de vie. Et là, ça bloque complètement. Niet catégorique. On pousse un peu, il accepte finalement. On se retrouve dans une pièce de 25 mètres carrés où les ouvrières chinoises dorment à 32, où elles dorment sur des lits superposés de 8 étages. Et en fait, au milieu de la pièce, il y a un trou qui leur sert à la fois de douche et de toilette. Ce jour-là, on s'est dit que la mondialisation avait buggé et que ces ouvrières, en fait, elles fabriquaient les vêtements qu'on portait tous les jours, que notre entourage, nos familles, nos amis portaient tous les jours. Et on s'est dit qu'il y avait un vrai problème. Cette visite-là, on l'a fait dans le cadre d'une étude un peu plus large. On a bossé pour des grandes entreprises françaises, des multinationales, un peu partout dans le monde, en Chine, en Inde, en Afrique du Sud, au Brésil, en Australie, au Vietnam, pour étudier leurs actions développement durable sur le terrain. C'était en 2003, je ne vous cache pas qu'on a été très déçus. On a vu beaucoup de discours, mais finalement, on a vu que les discours des grandes entreprises étaient complètement décorrélés des actions qui se passaient sur le terrain. En parallèle, pendant cette année et demie, on a bossé pour Tristan Lecomte, qui venait de monter Alter Eco. Alter Eco, c'est la première marque française de commerce équitable. Ils faisaient du jus d'orange, du thé, du riz, du café, du chocolat, un peu partout dans le monde avec des producteurs, des agriculteurs. Et on a bossé pour lui, on a audité ses coopératives. On a trouvé ça extraordinaire. On s'est dit, là, il y a quelque chose. Là, l'économie est un peu différente et un peu rééquilibrée. C'est plus juste comme échange entre producteurs et consommateurs. Alors, quand on arrête ce projet-là, après avoir bossé pour les multinationales et pour Tristan, on revient à Paris et au lieu de se lancer dans Internet comme toute notre génération, on se dit, on a 25 ans, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, en fait, on va essayer de réinventer un produit. On va essayer de prendre le produit le plus symbolique de notre génération et de le déconstruire pour le reconstruire. Et ce produit-là, c'était une évidence pour nous. On a décidé de lancer une nouvelle marque de baskets. Alors pourquoi les baskets? Comme je vous le disais, c'est le produit symbolique de notre génération. C'est avec notre génération dans les années 90 que les baskets sont passées des terrains de sport à la rue et se sont démocratisés. Mais c'est aussi l'un des produits les plus intéressants économiquement, dans le sens où c'est le produit qui cristallise le plus de publicité dans ses coûts de revient pour les grandes marques. C'est-à-dire qu'en fait, la fiction, la communication, la publicité a dépassé la réalité. À l'époque et encore aujourd'hui, vous prenez une paire de baskets de grande marque, dans ses coûts, c'est entre 70 et 80% de pub et de communication versus 20-30% de matières premières et de main-d'œuvre. C'est le cœur de Veja. Ce constat-là, c'est le cœur de Veja. Et on se dit qu'en éliminant la publicité, on pouvait fabriquer des baskets 5 à 7 fois plus chères, tout en les proposant au même prix que les grandes marques en magasin. Mais il fallait éradiquer la publicité. Et on pouvait faire des baskets plus écologiques, des baskets avec une justice économique plus grande en éliminant cette communication de notre modèle. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a 25 ans, on n'a pas d'argent, on a fait des bonnes études et on décide de partir au Brésil pour essayer. On se dit, si nous on n'essaie pas, qui essaiera? Donc on part au Brésil parce que c'est un pays où il y a les matières premières dont on a besoin. Donc on se retrouve en Amazonie pour déconstruire cette basket et remonter le chemin des matières premières, remonter jusqu'au bout pour ensuite redescendre et à chaque étape avoir un impact social et environnemental positif. Donc on se retrouve dans la forêt amazonienne avec les gardiens de la forêt, les seringueiros, des communautés qui vivent dans la forêt, qui vivent de la forêt, sans la détruire, sans déforester, mais en essayant de vivre en harmonie avec cette forêt.
Et on essaye donc de travailler avec eux. Alors, ils nous prennent un peu pour des fous. Ils se disent, qu'est-ce que vous faites là? Vous avez 25 ans, vous parlez à peine portugais. Bon, c'est un peu compliqué. On est au milieu de la forêt amazonienne. Donc, il y avait de l'apprentissage pour nous. Mais on leur dit, voilà ce qu'on veut faire. On veut essayer de créer un produit incroyable, etc. Ils nous font confiance. Ça, c'est le Brésil. C'est un pays très optimiste. Ils nous font confiance. On commence à travailler avec eux. Et ce caoutchouc qu'ils récoltent eux-mêmes tous les jours, des EVA, des arbres à caoutchouc dans la forêt, ça devient la base de notre basket. Ça devient 40 à 60% de toutes les semelles de basket qu'on a fait depuis. Ensuite, on part dans le nord-est brésilien, à côté de l'Atlantique, une région très déshéritée au Brésil, très aride, difficile de faire pousser des choses. On rencontre des producteurs de coton bio là-bas, une toute petite coopérative où ils sont 35 producteurs, aidés par une ONG depuis 6 ans. Depuis 6 ans, ils n'ont rien vendu. Et en fait, ils cultivent du coton biologique, sans engrais ni pesticides. Mais ça va plus loin que le biologique. C'est du coton agroécologique. C'est-à-dire que la terre est plus riche après avoir cultivé qu'avant d'avoir commencé. C'est le principe de base de l'agroécologie. Pareil, on arrive, on reste 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines avec eux à étudier leurs coûts, etc. On décide d'acheter le coton. Je crois que le premier contrat, c'est 2 fois le prix du marché mondial. Et eux, ils ne comprennent pas. Ils se disent, c'est bizarre. Et ils nous appellent os franceses locos. Ils nous appellent les Français dingues, pour la traduction. Mais on y arrive. On leur achète 3 tonnes de coton qui seront le dessus de nos premières baskets. 3 tonnes de coton bio sous des principes de commerce équitable, préfinancement des récoltes, prix du marché complètement décorrélé, contrat de 3 ans, c'est-à-dire qu'on s'engage sur 3 ans à tel prix à acheter le coton, c'est-à-dire que quand ils plantent une graine de coton, ils savent à quel prix ils vont vendre le kilo. On continue, quelques années après, on développe, à côté de São Paulo, avec une usine, un tissu d'un nouveau genre qui est fait à partir 100% de bouteilles plastiques recyclées. Et ça, c'est la première fois dans le monde qu'il y a un tissu comme ça. Et ils nous appellent, sachant qu'on est un peu fou et qu'on est prêt à tester des trucs, ils nous appellent pour qu'on les mette sur les baskets. Ça se révèle être un matériau génial pour les baskets. On continue le chemin de la production. On se retrouve dans le sud du Brésil, à Porto Alegre, dans une usine de fabrication de baskets, où là, on rencontre une région extrêmement développée, similaire à l'Europe, avec des droits sociaux extrêmement forts, 82% de travailleurs syndiqués, des horaires de travail tout à fait raisonnables, des façons de vivre, un pouvoir d'achat quasiment européen. Et donc, on décide de fabriquer les baskets là-bas. Ensuite, la 4e étape de Veja, c'est Bonneuil-sur-Marne, en banlieue parisienne. On rencontre une association de réinsertion et on leur demande qu'ils deviennent notre prestataire logistique. Pas de UPS, pas de TNT. On leur demande, est-ce que vous voulez bien, avec le projet qu'on a, devenir les logisticiens de Veja, c'est-à-dire recevoir les containers de basket, faire le dispatch, faire la logistique du site de vente en ligne, etc., etc. Ils répondent oui, c'est assez difficile de commencer à bosser avec eux au début, mais c'est vraiment génial. Non, vraiment génial. C'est-à-dire qu'on doit tout faire, en fait. On doit tout réinventer avec eux, et c'est assez cool. Et vous riez, mais ils bossent mieux qu'UPS aujourd'hui. Et c'est devenu vraiment un partenaire incroyable. Donc, Veja, vous avez compris, nous, on ne fait pas grand-chose, si ce n'est de connecter des projets extraordinaires les uns aux autres pour créer un design, une basket avec un design qui soit cool, qui soit simple, qui soit minimaliste. Mais le fond du projet, c'est de connecter les uns aux autres des chemins extraordinaires. Chemin faisant, en 2004, on commence à vendre les premières baskets, ça marche très bien. Les grands magasins parisiens, Galeries Lafayette, Bon Marché, Printemps, achètent directement. Les concepteurs internationaux, pareil. L'aventure devient une entreprise. Veja grandit. 10 ans après, on est une petite entreprise de 40 salariés, 40 personnes. On a un bureau au Brésil, un bureau en France. On est très content de ce qu'on a fait. On vend dans 50 pays dans le monde. On a vendu plus de 2 millions de paires de baskets depuis le début, alors qu'on est parti de pas grand-chose. Mais on se rend compte qu'il y a un dénominateur commun à tout ce qu'on fait. Finalement, petit à petit, on se dit qu'au début de Veja, on fait un produit très transparent, très écologique, avec un impact social positif, mais on se dit
que l'entreprise elle-même n'est pas forcément transparente. Alors on change. On se dit, il faut changer l'entreprise de l'intérieur. Nous, il faut changer. On met les limites de Veja sur notre site internet. C'est-à-dire toutes les limites, tout ce qu'on fait mal, on le met. On le publie, on publie tout. Et en fait, on adore. On adore cette transparence. Non mais c'est vrai, on adore parce que ça nous pousse un peu plus loin à chaque fois. Et en fait, cette transparence qu'on vit par instinct, on essaie, le loup se rapproche, cette transparence qu'on vit par instinct, on sait que c'est une transparence positive et que finalement c'est un chemin d'avenir. Quel est le bout du chemin? Le bout du chemin. En fait, le message que je voulais vous livrer aujourd'hui, c'est que le bout du chemin, c'est à nous de l'inventer, que cette transparence positive qui aujourd'hui est assez critiquée, parce qu'il y a eu les lanceurs d'alerte comme Edward Snowden avec la NSA, Julian Assange, Wikileaks, c'est une transparence plutôt négative qu'on vit aujourd'hui, de lanceurs d'alerte. En fait, cette transparence positive, elle est possible à appliquer dans nos vies, dans nos boulots, dans la vie de tous les jours. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que cette transparence, elle dépend de chacun d'entre nous. Merci beaucoup.